Notre combat. Donc là, je vais vous présenter pour qui luttons-nous. Oui. Pour qui luttons-nous? Alors, il convient d'établir premièrement une première distinction conceptuelle entre être sentient et être non sentient. La sentience, c'est un terme plus précis que celui de sensibilité. Alors, on peut se poser la question, quels critères permettent de déterminer si un être est sentient ou non? On peut se demander, par exemple, est-ce que le fait de réagir, d'avoir une réaction, est un indice fiable de sentience? La réponse est non. Par exemple, une plante peut réagir. Mon smartphone, si je passe le doigt dessus, réagit. Les animaux réagissent. Moi, si on me coupe, je saigne, je réagis. Ce qui fait que je suis sentient, ce n'est pas le fait que je réagisse, que je saigne, c'est le fait que j'ai une expérience subjective, une expérience vécue en première personne de la douleur. Dès qu'il y a un être sentient, il y a quelqu'un qui a des intérêts, il y a quelqu'un qui ressent, il y a quelqu'un qui accorde de l'importance à ce qui lui arrive, positivement ou négativement. C'est pourquoi le concept de sentience est central en philosophie morale contemporaine, en éthique. D'un point de vue éthique, s'il y a une seule coupure au sein de l'univers qui doit être faite, ce n'est pas entre les humains d'un côté et le reste, ça c'est la tradition humaniste, mais entre les êtres sentients qui ont des intérêts, qui peuvent subir des dommages, d'un côté, et de l'autre côté, les êtres non sentients, qui n'ont pas d'intérêt, qui ne peuvent pas subir de dommages. La seconde distinction conceptuelle que je propose, c'est celle entre valeur propre et valeur relative. Donc je vais la présenter ici, puis on pourra l'utiliser ensuite pour penser. Pour illustrer mon propos, je peux prendre l'exemple de cette chaise. Cette chaise, on peut dire qu'elle a de la valeur. Elle a une valeur d'usage, c'est son utilité, et puis une valeur d'échange, une valeur marchande, c'est son prix, ce que l'économie classique anglaise, Ricardo, etc., considérait que c'était le temps de travail humain socialement nécessaire en moyenne à sa production. Donc cette chaise a une valeur, mais elle n'a de valeur que si nous lui en accordons une. C'est-à-dire que c'est une valeur strictement relative. Les êtres non sentients n'ont aucune valeur par eux-mêmes. Ils ont uniquement une valeur si un être sentient leur en accorde indirectement. A l'inverse, tout être sentient possède une valeur par lui-même, c'est-à-dire une valeur propre, indépendamment de la valeur relative que d'autres êtres sentients décident ou non de lui accorder. Cette valeur propre, cette valeur par lui-même qu'a tout être sentient, c'est la valeur qu'il accorde à ses expériences vécues et à sa vie, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ces deux distinctions conceptuelles, on peut reconnaître qu'il existe un décalage radical, voire même une opposition, entre nos connaissances concernant les êtres sentients autres que les humains. Nous sommes capables de reconnaître qu'ils ont une valeur propre, qu'ils possèdent des intérêts, etc. Et la manière dont ils sont considérés par le droit, permettant qu'ils soient vus et traités exclusivement, comme si ils étaient des choses possédant une valeur strictement relative et n'ayant pas d'intérêt. La fiction juridique devient un fait institutionnel par lequel les animaux, les êtres sentients, deviennent des choses. Voilà. On peut passer à la suite. Merci. L'idéologie humaniste. Donc là, on arrive au cœur du problème. L'humanisme. Alors, les religions monothéistes avaient émis l'idée de l'existence d'un abîme séparant les humains des autres animaux. L'homme aurait été fait à l'image de Dieu comme roi de la création, etc. Ensuite, l'histoire de la pensée humaniste peut se comprendre comme la quête d'un propre de l'homme, c'est-à-dire la recherche d'une caractéristique exclusivement humaine, pouvant justement être interprétée comme la preuve de l'existence de cet abîme qui fut présupposé. Le but, bien sûr, c'était d'essayer de fonder une dignité exclusivement humaine dans le but de justifier l'attribution des droits aux seuls humains. Mais on sait depuis Darwin qu'il existe une continuité des facultés entre les animaux, dont nous sommes, une continuité des facultés et des intérêts entre les animaux. Il n'existe aucune caractéristique factuelle pertinente, commune à tous les humains, et excluant tous les autres animaux, qui permettent de justifier l'exclusivité humaine des droits et l'exclusion des autres animaux, des considérations morales, juridiques et politiques. Pourtant, l'humanisme continue d'être au cœur de notre culture et de nos institutions. Pour nous, évidemment, pour les antispécistes, c'est un problème.
Voilà, oui, il s'agit bien d'une idéologie au sens marxiste, c'est-à-dire que c'est une déformation du réel dans le but de justifier des pratiques qui nuisent aux autres. Par exemple, au niveau culturel, nous continuons d'utiliser le concept d'animal pour désigner une catégorie qui nous exclurait. Dans le langage courant, quand on dit les animaux, on n'inclut pas les humains dedans. En fait, c'est un abus de langage qui ne correspond pas du tout à l'évidence scientifique. Il faut savoir que le propre de l'homme, la fiction du propre de l'homme, a été construite par des phrases qui commencent par « l'homme contrairement à l'animal ». Alors on oppose l'homme, en fait on entend une certaine image idéale d'un humain adulte en pleine possession de ses capacités, à l'animal. Par animal, on ne sait pas trop ce qu'on entend. On ne sait pas si on parle d'une abeille, d'une baleine, etc. Alors, le caractère flou de ces concepts permet en fait d'affirmer ce qu'on veut sans se soucier le moins du monde de l'exactitude de nos propos. C'était bien pratique. Il aurait été extrêmement difficile de réussir à inventer un propre de l'homme en commençant plus justement sa phrase par « les humains, contrairement aux autres animaux », à chaque fois compris dans leur diversité. Au-delà de la culture, c'est aussi au niveau institutionnel que c'est le fait d'être humain ou non qui continue d'être le critère de considération éthique, juridique et politique. On peut passer au diapo suivant. Voilà. Donc du spécisme à l'antispécisme. Avec l'idéologie humaniste, qui est en fait une idéologie spéciste, ce n'est pas la souffrance ou la mort qui importe, mais le fait que ce soit un humain ou non que ça arrive. Dans les faits, le spécisme consiste à nier ou à mépriser volontairement les intérêts de certains êtres sentients, sensibles, sous le seul prétexte qu'on les assimile à une autre catégorie d'espèces. Alors ici, la catégorie c'est l'espèce, mais ça pourrait être la race, la tribu, le sexe, etc. Puisque l'espèce est une catégorie, parmi d'autres, dans laquelle on regroupe certains individus en fonction des critères choisis. Ici, c'est l'interfécondité, l'ancêtre commun récent, etc. Jérémy Bentham, donc c'était un philosophe et jurisconsulte, il y a déjà plus de 2 siècles. Bon, il a été publié en 1907, mais c'est plus vieux que ça. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Pour justifier une oppression, on prétexte toujours des différences. Mais sans lien logique, que ces différences soient réelles ou imaginaires, elles sont toujours dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. Par exemple, on peut dire qu'une vache a un museau, des sabots, une queue, etc., qu'elle n'a pas d'intérêt à conduire une voiture, qu'elle ne maîtrise pas les mathématiques complexes, c'est tout à fait correct. Mais quel est le lien logique avec le fait de la mettre à mort? Aucun. C'est comme si on prétextait qu'un humain n'avait pas d'antenne ou ne communiquait pas par télépathie pour essayer de justifier, d'ignorer et de mépriser les intérêts qui sont les siens. Voilà. Pour ce qui est du spécisme. Donc, à l'inverse, l'antispécisme, c'est la volonté de prendre en considération les intérêts de toutes celles et ceux qui en ont, sans discrimination arbitraire. Bon. J'ai oublié une diapo, c'est pas grave. Je voulais parler de l'élevage. Alors, on entend souvent que le problème, ce serait la manière de faire, et non pas l'élevage tout court. Les antispécistes, au contraire, affirment que le problème se trouve au niveau de l'élevage lui-même, qu'il soit local, peu importe la manière de faire. La finalité reste la même. Si l'abattage a pris des proportions jamais égalées avec le processus industriel, nous ne voyons pas de discontinuité entre l'exploitation animale qui précède la révolution industrielle et actuelle. Les animaux autres que les humains sont victimes d'une oppression spécifique, irréductible aux conséquences de l'industrialisation et de la recherche de rentabilité économique. D'un point de vue éthique, ce n'est pas une méthode d'élevage en particulier, mais le principe même de l'élevage qui apparaît problématique. Alors on peut commencer par partir des faits.
les animaux autres que les humains ne donnent pas leur consentement pour l'appropriation de leur corps, de leur système reproductif, de leurs sécrétions, de leurs petits et de leur vie. Il ne s'agit pas d'un arrangement équitable qui a pour but de mettre en balance les intérêts des deux parties, mais bien d'un asservissement volontairement maintenu par une seule des deux parties, le propriétaire sur sa propriété. En maintenant captifs des animaux sur lesquels plane une peine de mort à laquelle ils ne peuvent pas échapper, l'élevage instaure une relation toujours déjà viciée aux animaux, dit Florence Burga. Déjà destinés à être mangés, les animaux ne sont pas nourris mais engraissés, puisque c'est bien souvent avec les techniques d'engraissement que commence leur cuisine. La finalité consiste à trahir la confiance qui aurait pu s'installer, dans le meilleur des élevages possibles. Exploités jusque dans leur chair, transformés en produits de consommation, ils sont utilisés comme des choses ayant une valeur strictement relative, d'usage et marchande, pour l'éleveur et le boucher. La mise à mort prématurée imposée n'est jamais questionnée en tant que telle. On se contente de parler de bien-être et méthodes de mise à mort. On peut passer à la suite. Donc, voilà, on y est. La mascarade du bien-être animal. Le souci du bien-être comme argument promotionnel nourrit chez le consommateur l'idée qu'il n'est pas grave de trancher la gorge de quelqu'un si celui-ci a bien vécu. Mais cette idée apparaît en elle-même contradictoire. Quelqu'un n'a-t-il pas d'autant plus intérêt à poursuivre la vie dont il fait l'expérience si celle-ci lui est agréable? Aurait-on l'idée de tuer très prématurément le chien de la maison car celui-là a, jusque-là, bien vécu? Alors, les animaux ont un intérêt à poursuivre la vie qui est la leur. La sensibilité, la sentience, c'est un acquis évolutif au cours de l'évolution et un moyen pour identifier les dangers qui menacent la survie. Dès qu'il y a un être sensible, sentient, il y a quelqu'un qui accorde de l'importance à sa vie et qui a un intérêt à poursuivre sa vie. Même s'il n'y a pas souffrance pendant la mise à mort, cet être sensible subit un dommage. Par exemple, moi, si on me tue pendant mon sommeil, je ne m'en rends pas compte, je ne souffre pas. Pour autant, je subis un dommage qui correspond à la perte de toute possibilité de tirer satisfaction de la vie qui est la mienne. On me prive de tous les plaisirs futurs dont j'aurais pu faire l'expérience. Voilà. Donc, on retrouve bien souvent des dessins représentant des vaches souriantes sur les produits laitiers, ravis à l'idée que les humains volent et tuent leurs petits, dont les cadavres sont vendus dans les mêmes endroits, pour s'approprier leur lait maternel. Ici, par exemple. Des représentations d'animaux sur les produits et les façades de boucherie les présentent souvent comme heureux de nous offrir leur corps. Certains se découpant eux-mêmes pour nous servir leur chair. Le consommateur a alors l'impression d'accomplir le désir de l'animal qui souhaite être mangé. Ça représente bien la double casquette de celui qui dit aimer ou respecter les animaux qu'il consomme. Avec le bien-être animal, livrer des animaux par camion entier aux abattoirs donne l'illusion que leurs intérêts sont pris en compte. Les termes d'étourdissement pour désigner une perforation du crâne et d'endormissement pour désigner une asphyxie au gaz expriment l'invention d'un langage qui présente la violence matérielle comme agréable, sympathique. L'idéologie du bien-être animal vise à maintenir l'utilisation non consentante et les mises à mort préméditées et organisées. Voilà. Ça, c'est l'âge auquel les animaux sont mis à mort par l'élevage. Voilà ce qu'est le bien-être animal, la finalité. On passe à l'écologie. Alors, on peut dire que deux visions de l'écologie dominent actuellement. La première, c'est une écologie anthropocentrée, anthropos c'est l'homme, centrée autour des humains. C'est-à-dire, on reconnaît uniquement la valeur propre des humains, et tout le reste est mis dans le même panier, un ensemble qu'on appellerait par exemple la nature, et dont il faudrait prendre soin uniquement pour la survie et les intérêts des humains. Ça, c'est l'approche tout simplement écologique, humaniste. Il y a aussi une seconde écologie qui se développe de plus en plus et qui est une écologie de type mystique,
où il faudrait respecter tout le vivant. Le brin d'herbe, il faudrait prendre en compte des intérêts qu'il n'a pas. C'est ce qu'on appelle l'écologie profonde. Donc là, on met tout au même niveau. On ne distingue pas les êtres sensibles, sentients, des êtres non sensibles, non sentients, mais on met tout au même niveau. Il faudrait tout respecter. L'écologie totalitaire considère qu'un individu n'existe que pour tenir un rôle décidé par Dieu ou Mère Nature au sein d'un ordre. Ce serait l'ordre de la nature, des écosystèmes, etc. Et chaque individu ne compte pas pour lui-même, on ne prend pas en compte ses intérêts, mais on le considère comme un simple spécimen interchangeable par un autre, tant que sa fonction présumée est assurée. Donc, par exemple, les écologistes parlent de la protection du bouquetin des Alpes. Qu'est-ce que ce serait donc de prendre soin du bouquetin des Alpes? En fait, c'est prendre en considération une catégorie, une espèce, et pas les individus, chaque individu qui accorde de l'importance à sa propre vie. Ça ils ne prennent pas en compte. Ils ne prennent pas en compte les individus. Ils se contentent de prendre en compte les espèces. A l'inverse, les antispécistes, eux, s'intéressent aux individus, parce que c'est une démarche éthique. Et au niveau éthique, ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont une valeur propre, ceux qui peuvent subir des dommages, ce sont les individus. Une espèce, elle, n'a aucun intérêt. C'est une catégorie, c'est une représentation humaine. Biocentrée, comme l'écologie profonde, elle n'est pas anthropocentrée, comme l'écologie humaniste, mais elle est sentiocentrée, centrée autour de la sensibilité, autour de la sentience. Donc on distingue deux choses. On distingue l'habitation, tous les êtres non sentients, la Terre, etc. Et on distingue les habitants. Là, ce sont les êtres sensibles, les êtres sentients, qui ont des intérêts. Si on est écolo, si on prend en compte, si on essaye de maintenir une Terre habitable, c'est dans le but de favoriser les intérêts des individus. Voilà, la source du spécisme. Là, pour l'instant, on ne va pas remonter historiquement, on va se contenter de chercher qu'est-ce qui pousse les individus à adopter l'idéologie spéciste. Alors, il y a le concept de dissonance cognitive. Ça désigne l'état psychologique de quelqu'un dont les pensées ne sont pas en accord avec les actes. Par exemple, vous dites respecter ou aimer les animaux, mais vous allez jusqu'à payer de votre poche pour qu'ils soient tués et vous les mangez. Donc il y a deux possibilités à celui qui souffre de dissonance cognitive. Soit changer de comportement pour adopter des comportements en accord avec sa pensée. Ou alors garder son comportement, mais ajouter ce qu'on appelle des pensées consonantes pour essayer d'être un petit peu plus à l'aise dans cet écart entre ses pensées et ses comportements. En ce qui concerne donc les moyens pour parvenir à atténuer cette dissonance cognitive tout en ne changeant pas de comportement, ça peut passer tout d'abord par l'adoption d'une pensée, d'une idéologie spéciste. On dit que, par exemple, le commerce d'organes, c'est quelque chose de tout à fait acceptable, tant qu'il ne s'agit pas d'humains. À partir du moment où c'est des animaux autres que les humains, ça ne pose pas de souci. On essaie de les inférioriser, on essaie de justifier rationnellement en trouvant toutes sortes de prétextes, comme ceux dont on a discuté tout à l'heure, par exemple. Ou alors, on peut adopter aussi l'idéologie humaniste, qui est en fait l'autre côté de la médaille, en produisant des discours, c'est ce qu'on a fait au cours de l'histoire, en produisant des discours que j'appellerais anthropo-narcissiques. Par exemple, l'homme serait fait à l'image de Dieu, on a déjà dit, l'homme posséderait une dignité exclusive, l'homme serait la finalité de l'évolution, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on adhère majoritairement à l'idéologie humaniste spéciste, ce n'est pas parce qu'elle est soutenue par une argumentation rationnelle valide, mais parce qu'elle est en phase avec les conditions matérielles existantes et les comportements déjà adoptés. Donc maintenant, on va s'intéresser d'un point de vue historique.